car pour simplifier, la bataille médiévale, c'est comment briser l'organisation adverse. Traditionnellement, c'était les cavaliers qui le faisaient, donc ils les chargeaient à 40 km/h avec des kilos de fer sur eux, et c'était les plus lourds qui gagnaient. Là, la nouveauté, c'est que ce n'est plus les chevaliers anglais qui vont avoir le rôle de briser l'arroi adverse, ce sont les archers qui vont faire pleuvoir un nuage, les chroniqueurs parlent d'un nuage blanc qui s'abat sur l'armée, et donc toutes ces flèches tombant, tuant les chevaux, blessant les chevaux, semant la pagaille, et ensuite le combat s'achève à pied. Donc les chevaliers anglais ont gagné à pied, en quelque sorte. D'où le désastre qu'a été la bataille de Crécy, tandis que le roi de France, Philippe VI, se réfugiait au château de la Roi. Ouvrez! C'est l'infortuné roi de France! Maintenant que vous voilà en sécurité, sire, permettez-moi de rejoindre mes troupes que j'ai abandonnées pour me battre à vos côtés. Merci, mon cousin. Je vous dois la vie. Et les morts de Crécy, qu'en dirons-nous? Et quelques milliers d'archers, toute la chevalerie française. Et nul ne pouvait imaginer que l'anglais allait utiliser les bombardes. Si les boulets n'étaient pas tombés sur une chevalerie occupée à massacrer ses archers, parce qu'ils les empêchaient de charger, ils n'auraient fait aucun mal. Et Dieu était anglais aujourd'hui. A-t-on fait le compte de nos troupes? J'ai relevé le nombre de chevaliers disparus, 1200. Non, ceux qui restent, combien sont-ils? Votre Majesté a l'intention de repartir en guerre? Je ne peux pas laisser tomber Calais sans réagir. Et oui, après Crécy, c'est un autre épisode célèbre de la guerre de 100 ans qui commence, le siège de Calais, qui a duré 11 mois, défendu par Jean de Vienne, et l'épisode des 6 bourgeois qui se rendaient corde au cou aux Anglais. C'est passé presque inaperçu à l'époque parce que c'est assez fréquent. Ce n'est que plus tard qu'on a donné de l'importance au siège de Calais, Boris Bove. Oui, alors l'héroïsme des bourgeois de Calais est une invention de Froissart qui a monté en épingle cet épisode. Et donc ça, c'est une initiative qui lui appartient et qui n'a eu aucun succès au Moyen-Âge. Personne ne parle on parle du siège de Calais, mais pas des bourgeois. C'est seulement seulement à l'époque moderne et surtout au XIXe siècle qu'on se rappelle de cet épisode à partir de la narration de Froissart et on en fait des héros de la patrie. Alors, il y a eu Crécy, il y a eu Calais, le siège s'achève en 1347. C'est là que commence un autre événement majeur, mais qui a interrompu la guerre, c'est la peste noire. La peste noire, d'ailleurs, qui a ravagé aussi bien l'Angleterre que la France, si bien vous le rappelez, Boris Bove, que la guerre n'est pour rien dans cette épidémie qui a vraiment décimé toute l'Europe et pas seulement la France. Et puis, la guerre reprend avec à nouveau une défaite, peut-être encore plus grave que celle de Crécy, parce que le roi de France y est fait prisonnier. Le roi de France était entre-temps Jean de Lebon, puisque Philippe VI était mort, et ce roi est fait prisonnier. C'est la défaite de Poitiers qui a été un tournant majeur aussi dans cette guerre de 100 ans. C'était en 1356. Alors, la plupart des batailles de la guerre de 100 ans n'ont eu aucune incidence militaire ou stratégique. En revanche, certaines ont eu un immense effet politique, et celle-ci étant la plus importante, puisque lors de la bataille, le roi Jean II, qui participait à la bataille, est fait prisonnier par les Anglais, amené à Bordeaux et ensuite en captivité à Londres. Et donc là, ça crée un véritable tremblement de terre en France, puisqu'il n'y a plus de roi. Enfin, plutôt, le problème est que le roi est encore vivant. Il aurait mieux fallu qu'il meure, en fait, à la bataille, puisque là, ça aurait été clair. Son fils lui aurait succédé, il aurait eu la légitimité pour gouverner. Mais là, le problème est qu'il est toujours vivant, qu'il prétend toujours être roi de France, qu'il donne même des ordres depuis Londres sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Mais en revanche, il n'est plus en France, et surtout, ses intérêts sont dictés, disons, surtout par son souci de se libérer, alors qu'en France... Une rançon énorme, en plus. Voilà, il accepte une rançon énorme. Il ne négocie pas tellement, en fait, parce qu'il n'est pas en position de le faire. Et en France, il n'y a personne pour prendre sa place, puisque son fils ne peut pas lui succéder, puisque son père est encore vivant. Donc son fils est le futur Charles V, le dauphin. Le dauphin Charles est responsable, mais de fait, il doit prendre en charge le royaume, mais il n'a aucun droit à le faire. Il n'est pas régent, il n'a aucun pouvoir. En fait, les seuls pouvoirs qu'il ait, c'est en tant que duc de Normandie, donc sur la Normandie et sur le Dauphiné, c'est tout. C'est pour cette raison, d'ailleurs, peut-être que en 1358, les bourgeois de Paris se révoltent contre le pouvoir royal, contre l'autorité royale, Boris Bove, avec le fameux épisode d'Étienne Marcel.
Oui, alors c'est pas les bourgeois de Paris qui se révoltent, c'est plutôt le roi qui était en négociation avec son pays depuis une dizaine, voire une vingtaine d'années pour négocier l'impôt, parce que l'impôt est toujours exceptionnel. Alors pour payer l'armée, il faut lever l'impôt, et chaque année le négocier, et parfois il est refusé. Et cette négociation a lieu avec les États généraux, qui sont une institution qui apparaît à ce moment-là, et Étienne Marcel est juste le représentant de Paris aux États généraux, mais il y a aussi des clercs et des nobles. Et alors, puisqu'il est le représentant de Paris, que Paris est la capitale, eh bien, il parle au nom des bonnes villes du royaume, mais il n'est qu'un des éléments des États généraux. Et effectivement, son rôle glisse progressivement de représentant des États généraux à révolté, rebelle, si vous voulez, mais il est poussé un peu malgré lui à la radicalité, du fait même de la disparition du roi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'interlocuteur pour discuter. Or, ce sont les États généraux qui décident de l'impôt. Et alors Charles, le dauphin, lui, voudrait bien qu'on lui donne de l'argent pour payer les troupes, mais les États demandent à surveiller ses comptes, à savoir comment serait utilisé l'argent. Et donc là, il y a une mésentente qui s'installe, qui pousse progressivement une fraction de ces délégués aux États généraux à être radicaux. Et donc Étienne Marcel incarne cette dérive radicale, et ça se finit mal, puisque à la fin, c'est une fuite en avant qui n'a pas d'issue. Il finit par être assassiné par ses propres partisans. Autre révolte également, c'est celle des paysans contre la noblesse, la révolte de ce qu'on appelait les Jacques en Picardie et en Champagne. Jean de Hainaut, ma sœur Marie, la duchesse de Normandie, épouse du régent, la duchesse de Bourgogne et madame Jeanne de Bourbon ainsi que ses femmes sont actuellement assiégées par une bande de Jacques révoltés. Ils sont 50, mais demain ils seront 1000. Braves gens, 5 minutes, et les échelles seront contre vos murs. 10, et nous boirons votre vin. 15, nous vous trousserons. Tuez-le. Sans oublier... Ne gaspillez donc pas vos flèches. À l'assaut! Et c'était en 1358 une des nombreuses révoltes paysannes qui ont ébranlé le pouvoir royal. Les Jacques, vous le rappelez, c'est-à-dire le nom qu'on donnait, je crois, à une partie de leurs vêtements, ce qu'on appelait les jacqueries plus tard. Il y a eu d'autres révoltes paysannes. Il y a eu également des campagnes ravagées par les grandes compagnies, c'est-à-dire ces soldats démobilisés après les combats et qui ravageaient, qui pillaient, qui rançonnaient littéralement la paysannerie, qui a énormément souffert de ces grandes compagnies avant que du Guesclin les conduise en Espagne. Tout ça a contraint justement le roi de France à accepter finalement la paix, ce qu'on appelle le traité de Brétigny en 1360. On a l'impression que la guerre se termine puisque ce traité met fin au combat en principe. Édouard III renonce à la couronne de France, mais cette paix de Brétigny en 1360 a été très avantageuse pour l'Angleterre parce qu'au fond, elle conquiert quasiment le quart du territoire royal français. Voilà, donc les clauses du traité de Brétigny sont léonines, puisque le droit d'Angleterre est en position de force et donc il peut imposer ces conditions, qui sont la souveraineté totale sur l'Aquitaine, dont les frontières se sont élargies au cours de la guerre. Donc c'est Périgord, voilà, Limousin, une partie occidentale du Massif central. Donc une très grande Aquitaine en pleine souveraineté, qui était au fond la pomme de discorde initiale, et en plus une rançon de 3 millions d'écus. Et pour vous donner un ordre de grandeur, en fait, le budget de la monarchie, c'est 500 000 livres par an, ou 500 000 écus, si vous voulez. Et donc, c'est colossal, en fait. Jamais la monarchie a eu à débourser une telle somme. Alors, ça ne sera pas payé en une seule année, bien sûr, mais là, pour le coup, c'est une clause terrible pour la France. Alors la France qui se trouve affaiblie, c'est un nouveau roi, le fils de Jean II, Charles V, qui hérite d'un territoire vraiment amputé d'une bonne partie justement de l'ancien royaume, et Charles V qui va reprendre la guerre à partir de 1369 avec une armée nouvelle et puis une des plus célèbres figures de la guerre de 100 ans, devenu connétable de France, c'est-à-dire chef des armées de Charles V en 1370. Bertrand du Guesclin, nous vous faisons grand connétable de France. Vous devenez notre cousin, et qui vous offensera commettra envers nous le crime de lèse-majesté. Nous vous remettons l'insigne de votre charge, cette épée à poignée d'or émaillée de nos fleurs de lys. Cher sire et noble roi, je n'ose contrarier votre bon plaisir, mais je suis un pauvre homme et de basse venue. Voici mes seigneurs, vos frères, neveux,
Comment oserais-je commander sur eux? Messire Bertrand, ne vous excusez point, car je n'ai ni frère ni neveu qui ne vous obéissent. Et si quelqu'un s'avisait du contraire, il me courroucerait si fort qu'il s'en apercevrait trop tôt. À Bertrand l'épée! Livrez-lui l'épée! L'épée à Bertrand! Honneur à Bertrand! Alors avec Charles V et son connétable du Guesclin, c'est un nouveau type de guerre qui commence à partir de 1369. Elle n'a pas de rapport avec celle que menaient autrefois Édouard III et Philippe VI. Oui, alors la principale différence, c'est que à l'époque de Philippe VI, il n'y a pas d'armée permanente parce qu'il n'y a pas d'impôt permanent pour la financer. Avec la rançon de Jean II, le royaume accepte, enfin, la population accepte de payer l'impôt parce que payer la rançon du seigneur, c'est un cas traditionnel, une obligation traditionnelle dans le monde féodal, et donc c'est douloureux mais accepté. Lorsque Charles V déclare la guerre, eh bien, il arrête de payer la rançon de son père et avec l'argent, il finance une armée. Et donc là, ça change les conditions, c'est qu'il peut désormais avoir une armée permanente, il n'a pas besoin de la mobiliser. C'est le début de l'armée permanente, en fait. Oui, exactement. C'est la première fois dans l'histoire de France qu'on peut financer une armée à l'année. Et en l'occurrence, elle a plusieurs dizaines d'années consécutives. Et donc cette armée ne va pas à la rencontre des Anglais pour livrer bataille, surtout pas, c'est même interdit formellement par le roi Charles V, oui. Sauf s'ils sont à 10 contre 1 et sûrs d'écraser l'adversaire. Donc le refus, la différence, c'est le refus des batailles. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, ils vont tenir garnison, c'est-à-dire qu'ils vont laisser les chevauchées anglaises s'épuiser à piller la campagne. Alors certes, ça sacrifie les paysans à cette stratégie, mais ils tiennent garnison et lorsque la chevauchée est partie, eh bien, ils vont faire des petites guerres de siège et ils vont grignoter, reconquérir progressivement la Guyenne, alors que les Anglais, eux, s'épuisent à financer des chevauchés qui n'apportent rien en réalité, puisqu'il n'y a plus de bataille, que les campagnes commencent à être désolées et qu'elles rapportent de moins en moins. C'est dans ce type d'escarmouche, au fond, que va se distinguer du Guesclin, des espèces de petites guerres de guérilla, au fond, qui se passent. Oui, alors peut-être qu'il faudrait surtout rendre hommage au roi Charles V, qui a fait une très belle opération de communication avec son connétable, qui est célèbre dans l'histoire de France, surtout parce qu'il a été promu par le roi comme fidèle serviteur, petit noble qui était nommé connétable, alors que d'habitude c'était un prince, donc voilà, personnage exceptionnel. Cela dit, il a fait ce qu'on lui a dit de faire, c'est-à-dire tenir garnison et faire des petits sièges pour grignoter la Guyenne. Si bien qu'en 1375, les Anglais ont perdu presque toutes leurs acquisitions du traité de Brétigny, sauf Calais et 2 petits territoires autour de Bordeaux et de Bayonne. Nous en parlerons demain dans la deuxième partie de 2000 ans d'histoire consacrée à la guerre de 100 ans. Je recommande pour en savoir plus la lecture de votre livre, Boris Boff, Le temps de la guerre de 100 ans, publié chez Belin dans la collection Histoire de France que dirige Joël Cornette, une nouvelle collection qui comprendra 13 volumes dont 4 sont déjà parus. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants: Les Rois maudits, réalisé par Claude Barma, disponible en coffret DVD chez TF1 Vidéo; Gaston Phébus, un téléfilm de Bernard Borderie édité en DVD chez Pathé; et Du Guesclin de Bertrand de Latour en DVD aux éditions Les Classiques Français. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Jean-Noël Vélan et Claudine Lapersonne. Documentation, Emmanuel Fournier, Frédéric Martin, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac.